Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Séquence dans quelques instants, toujours avec mon acolyte Maxence. Cette semaine, nous recevons Thibaut Martin. Thibaut Martin est un chercheur en dramaturgie, donc nous allons aller creuser, déterrer, étriper, dépioter toute la structure scénaristique et notamment, on va parler avec lui de la nouvelle formation qu'il lance qui s'appelle 64 histoires intemporelles. Vous allez tout savoir, c'est dans quelques instants, après les quelques petits audios de circonstances. À tout de suite! Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, ça y est, on est reparti pour un nouvel épisode, le 18e épisode de Séquence, toujours avec mon fidèle, mon Laurent Baffy zen. Ça va Maxence? Bonjour à tous, ça va? L'anti-sniper, le mec est tellement gentil, tellement cool. Aucune méchanceté ne sort de ta bouche Maxence, c'est parfait. Sait-on jamais, hein. C'est ça. Toujours comme d'habitude, le petit message pour vous donner... la petite ritournelle. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous permet de remonter dans les suggestions des gens qui écoutent des podcasts sur le cinéma, sur la télévision, etc. Comme d'habitude, un grand merci à vous de relayer à chaque fois chaque épisode. On est toujours, ça fait maintenant 3 ou 4 mois qu'on est dans le top 20 France, donc c'est vraiment chouette et ça monte petit à petit. Voilà, un jour je m'amuserai à poser tous les chiffres pour savoir exactement quel est notre rang, mais quelque part sinon j'aurais plus d'intro si je le fais tout de suite. En fait. Donc, je vais teaser ça et peut-être qu'en décembre prochain j'en parlerai. Vous dire également qu'avec Maxence, on avait parlé tout brièvement, mais très très vite. On aura une série d'été, une petite intro là-dessus, en tout cas une petite parenthèse. On a eu l'idée d'un projet un peu dingue, puisque vous savez, souvent les podcasts l'été continuent, mais avec des formes un peu différentes. Et nous, c'était un peu l'occasion aussi, puisque au début de l'été, on sera à l'épisode peut-être 20, 21, 22. Et on a eu envie de casser un peu les codes avec Maxence. Alors, on va pas tout vous dévoiler maintenant, mais vous allez nous avoir tout le long de l'été, à travers 4 épisodes qui devraient faire alors ils seront un peu plus courts, mais vous allez comprendre pourquoi ils seront un peu plus courts. Et nous ne serons pas tous seuls, et nous serons tous dans le même endroit au moment où nous enregistrerons. Wow. Donc ça, et je pense qu'on a très très hâte d'y aller, et très très hâte de faire cette session d'enregistrement, très très hâte de vous la faire découvrir. Donc voilà, donc tout l'été sur la plage, vous nous entendrez, et dans un contexte très différent. Donc voilà, fin du teasing. J'espère que vous ne dormirez plus jamais jusqu'à l'épisode du 15 juillet pour découvrir ça. Plus sérieusement, et enfin c'était très sérieux d'ailleurs ce que je viens de dire, mais pour enchaîner, on avait déjà reçu avant Marc-Olivier Louveau qui allait éditer un livre, enfin plusieurs livres d'ailleurs sur la méthodologie d'écriture, épisode que vous aviez beaucoup aimé. Et puis quand on invite quand on propose des invitations pour le podcast, des fois c'est des gens qu'on a eu dans notre parcours professionnel. Des fois, c'est des gens qu'on nous recommande. Des fois, c'est des gens qu'on avait très, très envie d'aller interviewer. Et puis, là, avec Maxence, on est tombé sur
Voilà, un spécialiste, un chercheur en dramaturgie, qui lance une nouvelle formation et quand on a vu l'intitulé de la formation, on a tout de suite sauté dessus. On s'est dit: «Attends», enfin pas sauter directement sur la personne, évidemment, puisqu'il est là, encore vivant avec nous dans quelques instants, mais on a eu envie de l'inviter, pour pouvoir parler justement de sa formation, de son point de vue sur la dramaturgie et comme d'habitude, vous donner plein de trucs et astuces et vous donner un avant-goût et petit disclaimer, nous ne touchons pas du tout 90 sur, la formation, nous ne touchons absolument rien du tout. Nous sommes de parfaits et honnêtes gens, n'est-ce pas Maxence? Tout à fait, tout à fait. Bon allez, j'arrête de faire ce long monologue que j'adore, je pourrais le faire pendant 4 heures et j'accueille Thibaut. Bonjour Thibaut! Bonjour, bonjour Maxence, bonjour David. Bonjour. Thibaut, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je le disais, avec Maxence, on a vu passer, sur nos réseaux, des relais sur la formation, que tu lances qui s'appelle 64 histoires intemporelles. Mais avant d'en parler, avant de, nous plonger dans tout ça, je laisse la parole à Maxence pour nous faire une petite introduction de qui tu es? On est ravis de t'avoir en fait, dans Séquence. Tu as commencé en tant que, monteur, puis après en tant que directeur post-prod, puis tu as fait le saut, scénariste et réalisateur avec des projets comme la série Alice in Paris. Quel a été le déclic pour toi en fait de passer de monteur à l'écriture? Même si le montage en soi est une écriture. Bah, je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic, mais parce que j'écris depuis assez longtemps. Non, mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi avec cette série. Et ouais, il y a pas vraiment eu de déclic, quoi. C'était plutôt une continuité, mais c'est vrai que mon parcours est assez, on va dire, atypique dans le sens où il se fait dans le sens inverse qu'habituellement, puisque j'ai commencé dans la post-prod et au montage. Ensuite, j'ai fait de la réalisation. Et pour aboutir ensuite à l'écriture, voire même maintenant à me poser des questions sur l'écriture et à théoriser sur l'écriture. Donc souvent les gens que je rencontre, ils font plutôt le trajet inverse, ils commencent dans l'écriture, scénaristes, ils écrivent leur long métrage ou leur court métrage, ils tournent, donc ils sont réalisateurs, et ensuite ils terminent devant la salle dans la salle de montage à monter leur film. C'est un peu le Benjamin Button en fait de ton secteur. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que enfin, voilà, je pense que j'ai pas croisé beaucoup de personnes qui font dans ce sens-là. Du coup, j'imagine que c'est une richesse quand tu commences toi à te plonger justement dans le décortiquage des écritures, hein? Oui, tout à fait, ouais. Déjà, j'ai une vision très pragmatique des choses puisque j'ai le résultat final, le montage, le film. Des fois, je croise des scénaristes, ça fait 15 ans qu'ils écrivent et au bout de 15 ans, ils ont fait un stage de réalisation pour la première fois de leur vie, où ils ont monté pour la première fois de leur vie ce qu'ils ont écrit. Et c'est vrai que ça me fait un peu bizarre parce que je me dis, bah, c'est quand même plus pratique de savoir, de savoir comment, ce que ça va donner l'écriture. Voilà, je dirais aussi que c'est plus ce que ça m'a apporté, c'est le rythme. Parce que quand on écrit, bah, faut se mettre le rythme de la fiction en tête. Et puis même quand on écrit, on peut passer des fois toute une journée sur une scène. Je sais pas, hein, ça peut arriver sur une ou deux scènes, alors qu'en réalité, elle fait 30 secondes au final, dans l'œuvre finale. Et voilà Quand des fois, elle y est carrément plus du tout d'ailleurs. Oui, des fois, elle est coupée, effectivement. T'es passé par la CEA. Oui. Quel rapport tu as à justement cette formation que tu as pu faire et maintenant, en fait, celle que tu vas pouvoir donner, celle que tu as créée? Comment tu fais le parallèle entre les deux? Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as appris au CEA et qu'est-ce que tu, justement, aujourd'hui, retiens dans ta formation? Donc, effectivement, j'ai fait la formation de direction littéraire au CEA. Ben, je sais que j'avais eu un professeur qui s'appelle Cédric Salmon et qui avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il avait dit: «Ça sert à rien de réinventer la roue». Ça m'a marqué parce que ben, des fois, et j'en ai parlé avec d'autres auteurs, mais c'est vrai que je dirais que c'est le danger numéro 1 du scénariste, c'est de sans cesse réinventer la roue, sans cesse réinventer des choses qui en fait ont déjà été racontées et qu'il suffit de faire un peu de recherche pour voir que l'idée de notre film, de notre pitch, en fait, a déjà été fait dans les années 90 ou autre, et qu'on raconte sensiblement la même chose. Donc voilà, donc ne pas réinventer la roue, ça m'avait marqué. Et je pense qu'avec ma formation les 64 histoires intemporelles, justement, c'est ce que j'essaye de faire en sorte que les scénaristes gagnent, c'est-à-dire gagnent du temps
justement de sauter ce passage. En fait, je me rends pas compte que ce que j'écris, ça a déjà été raconté. Voilà, moi je dis d'office direct, voilà, il y a 64 histoires et après il faut les adapter, il faut les incarner avec vos ingrédients à vous. Mais c'est inutile de réinventer la roue puisque sinon vous allez juste perdre du temps. Ouais, ça me fait penser que moi, quand j'avais débuté sur les premiers scénarios que j'avais pu faire lire, on me disait ah ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Je le prenais pas bien. Je me disais mais non, j'ai pas copié, ça n'a rien à voir. En fait, oui, c'est tu ne comme tu dis, on réinvente pas la roue non plus. C'est-à-dire que il y a un moment maintenant, c'est vrai que on le voit avec Maxence quand on travaillait encore ce matin avec un de nos producteurs. En fait, il faut mieux le prendre comme une sorte de référence qui est plutôt, on va dire, plaisante, plutôt qu'un point négatif, quoi. Quand on dit: «Tiens, ça me fait penser à ça», en fait, c'est normal, ouais, comme tu dis, il y a des grands schémas d'histoire qui reviennent tout le temps. Faut pas du tout le prendre comme une critique. Au contraire, c'est le signe que vous touchez quelque chose d'universel, parce qu'on reconnaît dans votre histoire quelque chose qu'on a déjà vu autre part, et donc possiblement qui peut intéresser un public. Moi, au début de la formation, je dis j'explique un petit peu pourquoi il y a 64 histoires intemporelles. Alors, petite digression, mais quand je dis histoire intemporelle, c'est un peu long, donc des fois je vais juste parler d'histoire, mais ça sous-entend histoire intemporelle. C'est un terme que j'ai développé, que j'utilise pour parler en fait des histoires, on va dire, de l'inconscient collectif, quoi, qu'on se raconte entre nous, voilà. Et donc il y en a 64. Et donc au début de la formation, j'explique de toute façon s'il y en aurait une 65e, ça voudrait dire que pendant toutes mes années de recherche, je serais passé à côté. Donc ça voudrait dire qu'elle serait extrêmement rare. Et si elle est rare, ça veut dire qu'il y a peut-être une occurrence d'un film sur 10-20 ans. Et si elle est rare, c'est qu'il n'y a pas de public en face, donc ça vaut pas le coup de la raconter. Mmh. Voilà. Donc vous pouvez aussi vous dire que les 64 histoires, c'est les 64 histoires qu'on se raconte là en 2025. Et c'est largement suffisant pour avancer, quoi. Justement, comment tu as réussi à synthétiser en fait ces 64 histoires vraiment en thèmes différents, si on peut dire, pour arriver vraiment à ce nombre-là, mais aussi sans être sûr, en dehors de ce que tu disais à l'instant, qu'il n'y a rien que t'aies loupé? Effectivement, on va dire qu'il y aurait deux méthodes. Il y a une première méthode qui est de lister les histoires. Donc, c'est-à-dire, on va dire, regarder des films, généraliser l'histoire. Donc, moi, c'est ce que j'appelle désincarner. C'est-à-dire que, finalement, on simplifie le schéma. C'est plus Michel, mais c'est personnages. C'est plus, enfin voilà, on généralise et on simplifie tout. Donc, on obtient quelque chose d'abstrait. Et après, on essaie de trouver d'autres films comme ça, qui ont ce même canevas, cette même histoire abstraite. Et au bout des années, on a fait une petite collection, une petite bibliothèque de peut-être 5-10 histoires qu'on sait reconnaître, quoi. Et voilà, ça c'est, il me semble, le travail qu'a fait Blake Snyder. Il a listé. Et du coup, l'exhaustivité, elle vient simplement de la longueur du travail. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on peut se dire que, et si on a regardé tous les films qui sont sortis en 10 ans, parce qu'il y a à peu près 250 films par an, donc ça fait 2500 films. Voilà, sur les 2500 films, on peut se dire que si on les a tous listés, on peut se dire que c'est bon, on est arrivé. Voilà. Mais il n'y a jamais la certitude d'être exhaustif. Et donc ça, c'est une première méthode. Et la deuxième méthode, c'est comme dans plein d'autres domaines, c'est de passer par la théorie. C'est de théoriser quelque chose. Et après, en fait, il y a une déclinaison qui se fait automatiquement. Et il y a même des fois, donc pendant le travail où j'ai relié les histoires abstraites aux œuvres, au concret, des fois on a des cases vides, mais on sait qu'il devrait y avoir quelque chose, mais on n'a pas, j'ai pas encore trouvé d'œuvre qui correspond à cette histoire-là théoriquement. Voilà. Et évidemment maintenant j'ai des œuvres, des exemples pour chaque histoire, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'avais des cases un peu vides. Et pour faire une analogie, c'est un peu comme le tableau périodique des éléments. C'est-à-dire que vous construisez une théorie et après, il y a un nombre donc, le tableau périodique des éléments, c'est les atomes et sur le nombre de protons et de neutrons. Donc, à un moment donné, vous théorisez que il doit y avoir un noyau avec 236 neutrons. Vous l'avez pas encore trouvé et vous le cherchez. Voilà. Et c'est ce qui c'est tout le travail que Marie Curie et d'autres ont fait au siècle dernier.
Voilà, donc ils avaient à un moment donné les cases vides. Voilà. Et aujourd'hui, il y a le boson de Higgs et il y a d'autres. Donc là, je fais l'analogie avec la physique, mais voilà, ils ont, voilà, pareil, théoriquement, il devrait exister ce genre de choses et ils le cherchent. Voilà, bon. Et donc moi, ces dernières années, c'est ce que j'ai fait. J'ai théorisé, j'ai trouvé que, en théorie, il devait y avoir 64 histoires, et après, j'ai cherché les œuvres, et du coup, je les ai trouvées. Et j'ai rempli mon tableau comme ça au fur et à mesure, et maintenant que j'ai tout, maintenant que j'ai la preuve que tout, bah du coup, j'en ai fait une formation et je l'enseigne justement pour faire gagner du temps aux scénaristes. Inévitablement, ce que vous allez écrire tombe dedans. C'est comme quand trouver un grain de sable, inévitablement, il y a des atomes du tableau périodique des éléments, quoi. Vous pouvez pas y échapper. Et ben, c'est exactement la même chose. Qu'on comprenne un petit peu pour rentrer au fur et à mesure de cette méthodologie-là, est-ce que tu as peut-être 2 ou 3 grandes histoires intemporelles, de modèles d'histoire intemporelle à nous indiquer, à nous et à nos auditeurs et à nos auditrices, pour qu'on comprenne petit à petit effectivement ce système de classification? Ouais. Bah, alors, je peux déjà vous expliquer un petit peu le principe, et après, on me focaliser sur une histoire. En gros, faut imaginer un peu comme une arborescence. Donc, il y a un critère, ça se sépare, il y a un même critère qui resépare, etc., etc. Ça fait des branches. C'est une autre analogie, c'est un peu l'arbre du vivant avec les mammifères, etc., etc. Donc là, en fait, ça commence par finalement, il y a deux catégories, deux grands principes d'histoire. C'est soit l'idée, le but, le principe, c'est de faire changer notre personnage principal, ou soit alors c'est que notre personnage principal change le monde autour de lui. Donc en gros, c'est la première question, c'est qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le monde extérieur, quoi, en fait? C'est ça le principe. Après, du coup, c'est le sens de ce changement. Est-ce que quand le personnage change, est-ce que il passe de mauvais à bon, ou est-ce qu'il passe de naïf, ou on va dire il est pas mauvais, mais il est En retrait? oui, il est en retrait, mais il est faible, on va dire, et il doit acquérir quelque chose. Donc à la fin, le personnage a changé de là où il était au début. Et pareil, quand c'est le monde extérieur qui doit changer, bah soit le monde il est bien, il est agressé et il faut le protéger, ou soit le monde au début il est mauvais de base et il faut le contester, il faut le changer. Donc là en fait ça donne les 4 grandes familles. Il y a les familles des protections et des contestations. Protéger le monde, enfin protéger quelque chose d'extérieur, ou contester quelque chose d'extérieur. Et à l'inverse, quand on est sur les leçons et quand on est sur le personnage change, soit c'est on veut donner une leçon à notre personnage, donc en fait il est mauvais et on va lui donner une leçon, ou soit il est naïf, donc en fait on va l'émanciper. Voilà. Il va acquérir des choses pour résoudre son traumatisme, pour aller mieux en fait. Voilà. Donc en fait ça fait émancipation, leçon d'un côté, et protection, contestation. Voilà. Et après, donc ça fait il y a des petites phrases théoriques. Et après, il y a une échelle, tout simplement, qui est est-ce que le problème concerne le personnage lui-même? Est-ce que c'est le personnage par rapport à un autre personnage? Est-ce que c'est le personnage par rapport à la société? Ou est-ce que c'est le personnage par rapport au monde? À l'humanité, à Dieu, etc., etc., quoi. En fait, ça fait une échelle de puissance. Et donc, tu mélanges tout ça. Et donc, ça te donne des phrases du genre notre personnage principal se prend une leçon par lui-même. Notre personnage principal se prend une leçon par un autre. Notre personnage principal se prend une leçon par la société et par Dieu. Et ça fait aussi notre personnage se protège lui-même. Notre personnage protège un autre. Notre personnage protège la société et protège le monde. Donc ça, c'est des histoires de protection. C'est les plus simples à comprendre. Ce sont les histoires qui suivent le schéma un peu qu'on nous a appris à l'école primaire. Donc le personnage se protège lui-même. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des histoires de survie. Donc voilà, le personnage protège un autre personnage. C'est des histoires de chevaliers. Ok. Et par exemple, Léon. Donc là, je rentre. C'est ce que j'allais te dire, ouais.
Léon, c'est Léon. Voilà, Léon, ça suit le principe, notre personnage principal protège un autre personnage. Évidemment, les histoires policières, souvent, très souvent, c'est notre personnage principal protège la société. Et les histoires d'agents secrets, de super-héros, c'est notre personnage protège le monde. Voilà. Et après, tu rajoutes un troisième terme. Bon, mon explication, elle est, là, je vous l'ai fait en 5 minutes, mais c'est dans ma formation, c'est une journée entière. Oui, bien sûr. Oui, bon, j'ai pas utilisé j'ai utilisé une méthode, voilà, pour raccourcir, mais j'ai une autre méthode pour expliquer tout ça. Mais en fait, tu rajoutes un troisième terme, et en gros, c'est si je reprends le chevalier, ça fait notre personnage protège un autre de lui-même. Notre personnage protège un autre d'un autre personnage. Notre personnage principal protège un autre personnage de la société, et notre personnage protège un autre personnage du monde. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un peu abstrait. Enfin, c'est même clairement abstrait et théorique. Et après, il faut faire un travail un peu d'exégèse pour comprendre quelle est l'incarnation, qu'est-ce qui représente le monde dans les phrases que je viens de dire. Donc, par exemple, la survie, c'est ultra simple à comprendre. Quand notre personnage se sauve lui-même, se protège lui-même d'une... C'est Seul au monde, par exemple, avec Tom Hanks. Voilà, alors, exactement. Ou alors, ouais, ça se trouve, tu vas me dire, pas du tout, parce que ça, c'est la 62e, tu t'es bien vautré, David. Non, t'as raison. Seul au monde, c'est notre personnage se protège lui-même de lui-même. Parce qu'en réalité, donc ça, c'est l'histoire qu'après, j'ai appelé P11. P, c'est pour protection, 1, c'est pour premier échelon, et premier échelon, ça fait P11. C'est là où on retrouve toute l'histoire comme Seul au monde. Il y a également Gravity, il y a Jerry, il y en a plein. Et comment dire? Et en fait, on pourrait croire que ce sont des histoires où il faut échapper à un piège de la nature, mais en réalité, le dernier danger, ce n'est pas un énième danger de la nature, mais c'est le personnage lui-même, parce qu'il tombe dans le désespoir. Donc en fait, le dernier obstacle à combattre, c'est lui-même. Il ne doit pas perdre espoir. S'il perd espoir, il meurt. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, ça tombe dans la phrase théorique, notre personnage se protège lui-même de lui-même. Voilà. Parce que si c'était pas le cas, si c'était juste une histoire où le personnage combat les forces de la nature et s'en sort, en fait, c'est pas intéressant pour nous humains, parce qu'en fait, c'est juste un tutoriel de la Man vs Wild. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr, oui, complètement, ouais. Avec Jerry Grills, un expert de la survie qu'on lâche dans des endroits sauvages et qui a 48 heures pour rejoindre la civilisation. Je lui dis, voilà, pour exactement. le connaissez. Donc en fait, tout ce qu'on veut voir, c'est tous ces trucs et astuces pour survivre dans la nature. Mais nous, humains, en fait, si on n'a pas les compétences, ça sert à rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la même chose que dans Koh-Lanta. Dans Koh-Lanta, ce que tu veux voir, c'est pas forcément toutes leurs compétences techniques pour survivre. C'est la, comment dire, la force intérieure qu'ils ont. Est-ce que c'est pas ça qu'on reprochait? Alors, je vais essayer de pas me vautrer sur le nom du film, mais le film de M. Night Shyamalan qui s'appelle Phénomène, je crois, où c'est la nature qui attaque je ne sais plus quel comédien. Mais les gens reprochaient, enfin en tout cas les critiques reprochaient beaucoup que ça allait pas beaucoup plus loin et j'avais l'impression qu'en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il manque cet aspect-là en fait. C'est-à-dire que là, c'était en fait la nature leur envoyait voulait leur envoyer, je sais plus, ça passe par des sports qui endorment ou qui tuent ou qui rendent fou. Mais de mémoire, je crois que ça s'arrêtait à peu près dans le scénario et tout le monde disait ouais, scénario pas ouf quoi. Donc il aurait manqué finalement presque un affrontement avec eux-mêmes en fait à la fin. Enfin en tout cas. C'est pas à la fin, mais c'est au milieu du film. Normalement, en fait, notre personnage est tombé dans un piège de la nature, donc il est victime. Voilà, jusqu'au moment où le moment ultime, la moitié du film, où va-t-il céder au désespoir et se laisser mourir ou pas? Généralement là, il a un déclic
et en fait, il devient, en fait, il comprend que les secours vont pas venir et il se met à se secourir lui-même. Voilà, il se sauve lui-même et c'est en fait des moments très forts. Voilà, et donc la seconde partie de l'histoire, c'est comment en fait il va sortir de ce piège de la nature. Voilà. Et alors je connais le phénomène là, le film dont tu parles, qui est dans ma base de données, je l'ai typé effectivement P11, il y a aucun problème, c'est là-dedans. Ouf, parce que en fait, je viens de me rendre compte que j'en ai parlé, mais comme un crétin, je l'ai pas vu depuis au moins 10 ans. Si ça se trouve, en fait, au bout, il y a un midpoint, tu vois, de ouf, et je dis de la merde, allez, non, ça va. Alors vraiment, généralement c'est pas au bout, c'est vraiment aller à 60% du film et où le personnage a un déclic et où il se dit ok, en fait je vais pas mourir ici et je vais tenter une solution de fou, une solution incroyable, originale, très très audacieuse pour sortir de ce piège, quoi. Et donc ce moment-là dans le film Phénomène, pareil, Phénomène, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est pas un de mes films de référence, je l'ai classé là-dedans, il y a pas de problème. Mais je me souviens plus trop, mais il faudra chercher où est ce déclic, mais je suis persuadé qu'il y est. Pour te donner un autre exemple, il y a 2 films que j'aime beaucoup. Enfin bon, il y a le film Seul au monde où en fait c'est quand il essaye de se suicider et que la corde cède. En fait, il revient dans la grotte où il y a Wilson, là, le ballon, et en fait il lui dit, enfin je sais plus s'il lui dit, mais en gros il y a c'est la moitié du film, c'est le moment où il se dit en fait je vais pas mourir sur cette île, c'est pas possible, quoi. Et c'est là où il se met à construire son radeau. Et tu peux te dire, c'est trop bizarre. Il s'est échoué sur la plage. Il aurait pu avoir l'idée de construire le radeau dès le début. Pourquoi attendre 40 minutes ou 50 minutes de s'en prendre plein dans la gueule avant de construire son radeau? C'est parce que justement, il a atteint le fond du fond, qui est il a cédé au désespoir, et en fait, ça le fait rebondir. Il y a également Soudain seul, film de Thomas Abiguin, où ce moment, il est très très bien mis en scène. Parce que c'est le moment après que Gilles Lelouch ait vu un bateau au loin, il est parti seul en Zodiac, et nous on est resté du point de vue de Mélanie Thierry, pardon. Oui. Et en fait, quand il revient, après, il est à 2 doigts de la mort. Gilles Lelouch est revenu. Il est à 2 doigts de la mort, il est en hypothermie, etc. Et en fait, il y a quelque chose dans le regard il y a un plan où Mélanie, Appelons-la Mélanie. le regarde, et en fait, il y a quelque chose qui change dans son visage. Elle comprend qu'en réalité, personne ne viendra les sauver et qu'ils vont mourir ici si ils tentent pas quelque chose d'audacieux. Et en fait, c'est là où elle élabore le plan de partir. Et elle commence à aiguiser, à aiguiser là les choses qu'on met, ces grappins qu'on met sous les semelles. Là. J'ai oublié le nom. Voilà pour parcourir, aller passer au-delà de la montagne, chercher de l'aide, quoi. Voilà, et ça c'est le twist dont je parle, quoi. C'est le moment ultime du désespoir et tout. Bref, donc ça c'est pour dire c'est P11, ça se passe toujours comme ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur Phénomène, ce qui est intéressant, c'est que dans P11, tu veux juste voir ton personnage être pris dans un piège de la nature, aller jusqu'au désespoir où il risque de se laisser mourir, avoir ce déclic, rebondir et se secourir lui-même. Voilà. En gros, je t'ai fait toute la logique, quoi. Et le phénomène de la nature ne se combat pas. C'est-à-dire, il faut juste sortir du piège ou, enfin voilà, s'échapper, quoi, en fait. Et donc souvent, dans ces histoires-là, le phénomène, une autre solution ou une autre fin possible, plutôt que s'échapper, c'est que le phénomène s'arrête de lui-même. Voilà, et tu peux le voir, cette histoire-là, tu peux le voir comme un test pour notre personnage de est-ce que il a son instinct de survie ou pas. Il y a un film comme ça, La Guerre des Mondes, avec Tom Cruise, où c'est pareil, la fin, c'est les aliens sont morts à cause de bactéries qu'il y avait dans l'eau. Voilà. Alors que, et donc, moi, je me souviens avoir vu ce film et m'être dit, waouh, la fin est très surprenante parce qu'en réalité, les humains ont gagné, en quelque sorte. Voilà. Mais c'est pas du tout grâce à eux. Ouais. On l'a pas vu, mais même, c'est pas du tout grâce à eux, en fait. Enfin, voilà. Oui, c'est ça, c'est un phénomène qui s'arrête. Je regardais The Mist encore dernièrement, adapté de Stephen King, de Frank Darabont.
Et il y a la même chose ou alors et si vous l'avez pas vu, alors déjà 1 c'est une erreur et 2 bah, c'est 15 secondes. Effectivement à la fin le brouillard se retire, poup, hop, finale et par contre là lui la même chose. Ouais. Mais tout à fait. Et donc en fait ça c'est propre à cette histoire-là, qui est souvent, enfin c'est un phénomène. On ne combat pas dans la guerre des mondes si tu le vois comme combattre une invasion alien, comme dans Independence Day. T'as tort en fait. C'est pas du tout ça en fait. Et c'est pour ça que la guerre des mondes c'est P11 et Independence Day c'est P43. C'est justement combattre une invasion. Donc c'est toutes les histoires de siège, de résistance face à une invasion ennemie, quoi. Et le dernier truc que je rajoute également, qu'en réalité, il y a 4 manières de raconter chaque histoire. Soit tu peux raconter que le début, et la fin, tu la racontes, c'est atrophié. En fait, voilà, pendant 80% du temps, tu racontes le problème, c'est-à-dire le début, et le problème se résout facilement. Voilà. Soit tu racontes de manière équilibrée les deux, problème, solution. Donc, en fait, c'est le récit complet. Soit tu te focalises sur la solution, c'est-à-dire le problème, il est connu c'est hyper simple à comprendre. Le problème, il est compréhensible en 10 minutes, mais la solution demande beaucoup de courage et est très, très audacieuse. Ou soit alors, tu peux raconter le problème et la solution en alternance, c'est-à-dire, en fait, il y a un problème, donc notre personnage identifie le problème, élabore une solution, se plante, comprend pourquoi il s'est planté, et retente une solution, etc., etc. Et ça fait des boucles, en fait. Et ça, c'est le récit alterné. Voilà. Donc, chaque histoire, tu peux le raconter de ces 4 manières différentes. Donc, en fait, ça fait 256 récits possibles. Je me limite à... Enfin, j'en parle un petit peu dans ma formation. Mais l'idée, c'est plutôt de voir les 64 histoires. Parce qu'après, les récits au sein d'une même histoire, ça partage quand même énormément de points communs. Voilà. Mais là, c'est juste pour rebondir sur l'exemple que tu as cité. Dans The Mist, en fait, c'est le récit problème. C'est-à-dire, c'est juste pendant 90% du temps, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, c'est le problème. Et à la fin, comme tu l'as si bien dit, ils perdent espoir. Ils se suicident dans la voiture. Et en fait, le phénomène disparaît de lui-même, puisque en fait, le brouillard disparaît, il y a l'armée qui est là. En fait, le problème, il n'y a plus de problème. Et dans les 2 dernières minutes du film. Voilà. Mais c'est ça, ouais. Fin qui n'est pas dans le roman initial d'ailleurs. Voilà. Alors Ouais, que si le monde est soudain seul, c'est le récit complet. Qui est ce moment de désespoir arrive au milieu du film, mais le personnage ne cède pas au désespoir et se secourt lui-même. Et après, voilà, donc ça donne 64 histoires. Donc globalement, tu vois, quand c'est les histoires où notre personnage conteste la société, ça veut forcément dire que la société est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle a de mauvaises valeurs. En fait, ça veut dire que les représentants de la société sont corrompus ou ont failli à leur mission. Sully, avec Tom Hanks avec l'avion, des films comme évidemment Les Sentiers de la Gloire, des films comme Les 7 de Chicago, Money Monster, le cas Richard Jewell, enfin voilà, plein de films, et évidemment le plus connu c'est Des Hommes d'honneur, c'est-à-dire plein de films qui traitent de l'injustice, mais l'injustice institutionnelle en fait, c'est-à-dire voilà, la société est injuste et donc du coup tu dois la combattre. Et autre exemple, les histoires où notre personnage se prend une leçon par la société, ça veut dire que en fait il va devoir faire quelque chose de mal pour qu'après la société lui tombe dessus. Donc en fait tu vas retrouver beaucoup d'histoires de crimes. Voilà. Donc je l'ai appelé cette catégorie-là d'histoires, je les ai appelées le tricheur, parce qu'en réalité, il y a plein de termes comme ça, mais crime, c'est trop limitant, parce que ça sous-entend des crimes punis par la loi, alors que dans le tricheur, en fait, tu retrouves ce que j'ai appelé des Oui, fautes. tu peux avoir l'adultère aussi qui rentre dedans, j'imagine. Ouais, alors les histoires d'adultère, je pense, c'est probablement d'autres histoires, parce que c'est pas, entre guillemets, c'est pas si grave. Dans les histoires de L3, le tricheur, dont les histoires de crime en fait partie, tu retrouves vraiment notre personnage a fait une victime.
et c'est incontestable, il a fait souffrir quelqu'un d'autre. Et après, dans chaque catégorie, notre personnage va se prendre une leçon, fait du mal à la société et va se prendre une leçon par lui-même. Notre personnage fait du mal à la société et va se prendre une leçon par un autre. Notre personnage fait du mal à la société et va se prendre une leçon par la société elle-même, donc c'est-à-dire par les représentants de la société. Donc souvent c'est la police. Donc dans ce cas-là, en fait, souvent c'est des escroqueries. Voilà. Et notre personnage fait du mal à la société et se prend une leçon par Dieu. Donc du coup là, tu vas être dans des histoires où le personnage commet vraiment des atrocités et la police ne suffit pas à punir ce personnage. Il faut quasiment un ange exterminateur qui vienne le punir. Voilà. Donc c'est des histoires comme Le Vieux Fusil, Le Parfum, Jeune et Jolie, Revenge, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est les phrases théoriques. Et après, mon travail a consisté à nommer ces histoires. Donc en gros, dans L3, tu as la faute morale, le complot, l'escroquerie et la perversion. Et en fait, c'est les 4 histoires que tu peux raconter. Voilà. Ce sont 4 degrés différents. Et il n'y a pas de moitié-moitié. Tu peux pas faire une faute morale, moitié escroquerie. En fait, techniquement, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que tu as des exemples potentiels de films, de séries, quand tu as fait tes recherches, qui ont été plus difficiles à classer? Et si oui, qu'est-ce que ça dit de ces films? Oui, alors il y a des films où c'est évident. C'est même dès les premières minutes ou dès la bande-annonce, j'arrive à identifier très facilement l'histoire. D'autres, c'est plus difficile. Et en fait, c'est lié je dirais, donc il y a 2 possibilités. Soit c'est lié à l'incarnation, c'est-à-dire que finalement, cette histoire, je la connais, mais l'auteur a choisi une incarnation, je sais pas moi, très particulière, qui est pas l'incarnation habituelle. Par exemple, L13, le séducteur, le mensonge, quand notre personnage fait un mensonge, ment à la société. Donc souvent, ça implique des déguisements. Donc c'est les films Tout le monde debout, Tootsie, Madame Doubtfire, Prêt à tout, 20 ans d'écart, etc., etc. Bon, bah ça, c'est très facile. Et l'effet, c'est que c'est souvent de la comédie. Et des fois, j'ai quelques films, comme par exemple Le Ravissement, qui est cette même histoire, mais l'incarnation qui a été choisie, le mensonge initial, est particulier et le ton choisi est très dramatique. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez déconcertant de se rendre compte que c'est la même histoire, alors que les films en l'état n'ont strictement rien à voir. Enfin, je veux dire, notre ressenti de spectateur est assez différent. Mais au final, ce sont les mêmes histoires, c'est-à-dire c'est la même logique et les mêmes étapes. Et ça, c'est justement le travail du scénariste, en fait, de changer l'incarnation. On utilise les mêmes histoires, mais on change l'incarnation. Et ça provoque des effets différents. Et si on change le ton et le style également, ça provoque des effets différents. Il y a un autre exemple que j'aime bien donner, c'est les films Un prophète, donc de Jacques Audiard, et Colette. Alors, je connais plus le nom du réalisateur ni du scénariste. Colette avec Keira Knightley. En fait, ce sont les mêmes histoires que moi j'appelle l'histoire du Pygmalion. Où en fait, notre personnage est pris en main par un mentor qui le forme dans son domaine, dans sa discipline, mais non pas pour son bien à notre personnage, mais pour le bien du mentor, parce qu'en fait, il a besoin de lui. Donc souvent, c'est des mentors qui sont un peu vieillissants. Et au final, il forme celui qui va le détrôner par la suite. Voilà. Donc ensuite, la seconde partie, c'est la compétition entre les deux. Donc voilà, donc il y a une certaine ironie à former celui qui va nous détrôner. C'est l'histoire du Pygmalion. Et en fait, dans Un prophète, l'incarnation, justement, c'est une prison. On est en 2020, enfin dans les années 2000. C'est un jeune homme, c'est très masculin, c'est très... Enfin. Et Colette, c'est l'inverse, on est au début du siècle, dans un Paris littéraire,
Et donc la discipline, c'est la littérature, alors que évidemment, un prophète, la discipline, c'est, on va dire, la mafia. Voilà. Donc quand on regarde ces films, c'est assez, c'est pas le même feeling, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est la même histoire. Il y a les mêmes étapes, il y a la même structure, et il y a même les mêmes moments de séquence par épisode, musical, où notre personnage progresse très très vite. Et dans mon travail également, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit au tout départ, je suis monteur. Donc en fait, et monteur même, plus spécifiquement de bandes-annonces. Et pendant plusieurs années, je montais des bandes-annonces. Et donc j'avais l'habitude de découper les films pour les rassembler, pour identifier un petit peu la plus-value de ce film-là. Voilà. Et donc là, je continue à faire ça. Donc une fois que j'ai trouvé 2 œuvres, en fait, je les mets sur la timeline, et je les découpe, je cherche les grandes étapes et les grands moments, et je les superpose, et ça match, quoi. Et des fois, ça m'est arrivé évidemment que je me trompe, où je me dis non, mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que justement, j'étais influencé par l'incarnation. Mais en fait, le film, il faut le voir d'une autre façon. Et d'autres fois, c'est assez déconcertant parce que ça match tellement bien que des fois, tu te dis, mais c'est pas possible que sur telle étape clé ou tel moment clé, en fait, le réalisateur a eu la même idée de mise en scène. Et du coup, j'ai des fois les mêmes images, des fois les mêmes, et c'est assez déconcertant, c'est fou. Et évidemment, ces gens-là ne se sont pas concertés puisque des fois les films ont 10 ans d'écart, voilà. Et d'autres fois, je trouve des trucs intéressants, je trouve des trucs vraiment très rigolos, comme par exemple, Michel Hazanavicius. En fait, il a fait 2 fois la même histoire. The Artist et Le Prince oublié sont la même histoire et même le même récit de la même histoire, mais à 10 ans d'écart. Voilà. Et dans une incarnation évidemment différente. Mais il a repris la même histoire, les mêmes moments et tout. Sur les 64, est-ce qu'il y en a une qui est une histoire intemporelle qui est la plus compliquée, la plus what the fuck, celle sur laquelle tu t'es dit, ah non mais j'avais même pas mis le doigt sur cette histoire potentielle et intemporelle là? Oui, alors il y en a plein. Déjà, il y a des histoires que, en tant que spectateur, que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que j'ai envie d'écrire. Enfin voilà. Donc c'est des histoires qui me sont assez difficiles d'accès. Et donc ça, c'est en premier lieu. C'est-à-dire des fois, mon travail était vraiment, on va dire, pénible parce que j'ai regardé des films que j'aimais pas, quoi. Qui te faisait chier, ouais. Oui, complètement. Ouais, exactement, quoi. Voire même des fois où c'est difficile à comprendre. Et dans le même temps, des fois, j'ai découvert des histoires que je ne connaissais pas et qui m'ont, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, ah mais d'accord, en fait, toutes ces histoires-là, c'est hyper intéressant parce que ça fonctionne comme ça dit ça. Et voilà. Par exemple, il y a l'histoire C13, l'histoire de l'aliéné. Donc C1, c'est les histoires où notre personnage est aliéné par quelque chose et on va dire retrouve ses esprits à la fin de l'histoire. Donc c'est des histoires de crise personnelle. Voilà. Et après, dans cette crise personnelle, notre personnage, il va faire une victime. Et donc soit il sera sa propre victime. Donc ça, c'est C11. Et dans ce cas-là, c'est des histoires, on va dire, de burn-out ou de surmenage ou de trucs comme ça. Et après, il va falloir que notre personnage fasse un retour aux sources pour se ressourcer. Et donc, un bon exemple, c'est Un heureux événement, où en fait, elle tombe enceinte. Au milieu du film, elle part. C'est trop pour elle. Elle n'arrive pas à gérer son petit bébé. Son copain n'est plus là. Enfin voilà, elle part. Et son retour aux sources, c'est de retourner chez sa mère pour se poser, se ressourcer et comprendre finalement ce qui l'avait poussé à faire ce projet personnel au début d'un enfant. Enfin bref. Et donc la fin est assez. En fait, ça fait des boucles. Ça fait un cercle qui est la fin est exactement la même chose qu'au début. Et d'ailleurs, dans Un heureux événement, c'est parti pour un deuxième enfant. Donc finalement, tu peux dire ce personnage n'a rien appris puisqu'il repart pour un cycle, quoi. Et c'est normal puisque en fait, elle s'est alignée. C12, c'est quand notre personnage est en crise personnelle, c'est-à-dire perd ses valeurs et fait comme victime un autre personnage de son entourage. C'est-à-dire un autre, c'est un personnage avec qui il a des relations interpersonnelles, donc sentimentales en fait. Alors qu'avec la société,
notre personnage n'a pas de relation sentimentale, il a des relations sociales. Donc c'est différent, quoi. Et donc C13, c'est l'histoire là dont je veux parler. C13, c'est l'histoire où notre personnage est aliéné et fait comme victime des innocents de la société. Voilà. Et donc c'est des histoires qui sont très 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 étranges et enfin très étranges. C'est pas étrange, mais c'est très surprenant. Donc par exemple, il y a Thank You for Smoking, Lord of War, Libre et Assoupi, American Beauty, 99 francs, The Circle, In the Loop et La Salle des Profs. Donc ça, c'est les exemples de références que je donne, mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivé sur cette histoire-là et cette catégorie-là, on fait peu de films, donc c'est assez difficile à trouver. Alors que les P44, c'est tous les Marvel, j'en ai plein. Mais C1 et C13 particulièrement, c'est assez difficile à trouver. Et c'est souvent des films qui sont adorés par la critique. Parce que l'effet que ça fait, c'est que ça, on va dire que ça peut donner une espèce de critique sociale. Enfin, forcément, enfin voilà, ça critique un petit peu la société. Parce que ça dit en quoi la société a aliéné notre personnage principal et l'a poussé en retour à faire des victimes, quoi. Donc du coup, ça dit quelque chose de nos sociétés et les critiques adorent quand, en plus d'une bonne histoire, il y a un message social, politique ou ce qu'on veut. Maintenant, j'utilise l'expression, c'est tellement C13. Voilà. Et donc le film La Salle des Profs, c'est le récit alterné de C13. Et alors les récits alternés, ils sont assez compliqués à voir, puisqu'il faut réussir à voir une partie du problème, la tentative de résolution, l'augmentation du problème, la tentative, etc., etc. Donc c'est des structures qui sont assez compliquées à voir. Et dans le même temps, C13, qui est une histoire que j'avais peu et que je maîtrisais peu, enfin qui est difficile. Donc là, La Salle des Profs, j'ai passé 3 jours dessus à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce film? Je comprends pas parce que en fait, si vous regardez l'un des effets du récit alterné, c'est que ça peut être sans fin. C'est-à-dire que finalement, vous racontez une petite partie du problème, votre personnage essaye de le résoudre, mais ça marche pas. Donc vous avez 15-20 minutes de film. Après, vous repartez pour une boucle. Donc vous augmentez le problème, vous changez la nature un petit peu, en fait, on n'avait pas pensé, mais il y a ça, et vous repartez pour une boucle. Et donc, en fait, il y a à peu près 4 boucles dans un long métrage, mais vous pourriez en faire plus. Et même, ce que ça nous donne, nous, l'effet spectateur, c'est que souvent, on se dit, mais c'est sans fin. Et voilà. Et La Salle des Profs. Et donc, la particularité, c'est aussi de comment finir. Puisqu'en réalité, il a quand même essayé plein de solutions avant. Donc, elles ont toutes échoué. Donc, finalement, quelle est la bonne solution finale pour résoudre le problème? Enfin bref, les récits alternés par nature sont très difficiles à finir. Et dans La Salle des Profs, la fin est très déconcertante parce que justement, ça finit un peu en queue de boudin, qui est, on sait pas trop. En fait, le problème n'est pas résolu et on comprend pas trop la signification de cette fin. Voilà, c'est très, voilà. Et c'est un effet en fait des récits alternés. Et particulièrement là, sur cette histoire-là. Est-ce que selon toi, il y a une possibilité de faire cohabiter plusieurs histoires dans un même film? En dehors peut-être de tout ce qui va être B et C-Story, enfin Un mélange entre C13 et... Attends, P44, c'est ça? Ouais. C'est ça. Est-ce possible de faire... En fait, techniquement, oui, tu peux faire ce que tu veux, mais dans les faits, ça ne marchera pas. Dans le sens, et même ce sera assez décevant. Ce qu'il faut dire, c'est que le cinéma, ce que tu veux au cinéma, c'est une seule histoire, mais bien racontée, avec une belle incarnation, et qui exploite vraiment l'histoire dans toute sa profondeur. En fait, tu payes ta place pour ça. Donc évidemment, dans 2 heures de film, si tu mets 3 histoires, forcément, chaque histoire, ça aura 30 minutes, 40 minutes, quoi, 30 minutes chacune. Donc forcément, en 30 minutes, tu vas ellipser des étapes de l'histoire, tu vas simplifier des choses. Donc en fait, ce sera assez décevant parce que toi, tu viens au cinéma pour avoir une histoire la plus profonde.
Donc, en fait, au cinéma, mélanger les histoires, ça n'a pas de sens. Tu le fais quand c'est éventuellement le concept du film. Genre Love Actually ou ce genre de film-là, dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas vu Love Actually, mais on en a beaucoup parlé et je pense que c'est ça. Mais, alors, en fait, c'est un film de cinéma qui se comporte comme une série télé. Là, j'ai vu un film dernièrement sur la Française des Jeux, là, où c'est une série de courts-métrages. Oui, avec Fabrice Eboué. Voilà, exactement. Bon, bah ça, c'est la version bouclée dans l'ordre de court-métrage, quoi. Voilà. Mais tu pourras faire également un feuilleton ou en parallèle. Voilà. J'ai un film qui, pour le coup, ça fonctionne assez bien. C'est Je verrai toujours vos visages. Il y a 2 fois la même histoire. C'est 2 fois les histoires E13. Donc E13 que j'ai appelé l'agression. E13, c'est la 3e histoire de la catégorie E1, le traumatisme. C'est-à-dire notre personnage principal s'émancipe grâce à lui-même, tout seul. Et en fait, dans Je verrai toujours au visage, il y a un récit alterné. Donc en fait, Oui, t'as les cercles de parole et à côté, t'as l'histoire d'Adèle Exarchopoulos qui... Exactement. Et en fait, ça ne se croise jamais. Et ça permet... Enfin voilà, c'est 2 fois la même histoire, mais les récits différents. Le concept du groupe de parole, c'est le récit alterné, puisqu'en fait, on découvre les problèmes de chacun. Et dans le même temps, on en résout un autre. On découvre le problème de Gilles Lelouch, on résout celui de Miu Miu, on découvre celui de Leila Bekki, on résout celui de Gilles Lelouch, etc., etc., quoi. Enfin, donc ça, c'est le récit alterné. Donc, Je verrai toujours au visage, c'est le récit alterné de ce qu'on te vend sur l'affiche et le concept, c'est le récit alterné de E13. Et dans le même temps, je pense parce que finalement les histoires étaient pas assez profondes ou étaient pas assez touchantes. Et aussi parce que du fait qu'il y ait plein de personnages, forcément, on va passer 5 minutes sur le problème de Gilles Lelouch et ça va pas beaucoup nous émouvoir. En parallèle, ils ont doublé toujours la même histoire, mais cette fois-ci, c'est le récit solution de E13. C'est-à-dire que le problème, il est connu dès le départ et on te raconte la solution. Et donc, tu reconnais ces histoires de récits-solutions, où on est focalisé sur la solution, parce que bon, vous l'avez peut-être compris, mais en fait, une histoire, c'est un problème, une solution. Et on reconnaît ces récits-solutions, parce que en fait, le problème, il est exposé au début du film, de manière très claire et évidente, sous la forme d'un brief. Donc, on voit ça dans plein de films, enfin, et dans Je verrai toujours le visage, Adèle Exarchopoulos, elle arrive et elle déballe tout. Elle dit: j'ai été violée quand j'étais enfant par mon frère. Il a eu une mesure d'éloignement, mais en fait, il est là dans la même ville que moi, etc., etc., quoi. Donc en fait, elle pose le problème et en fait, on suit la solution en parallèle. Donc ça, c'est l'exemple d'un film qui mélange 2 fois la même histoire et ça fonctionne et c'est très bien et c'est touchant et c'est un très beau film. Après, c'est vraiment, j'ai pas énormément de films, vraiment, j'en ai très peu, parce que c'est pas la raison pour laquelle tu vas au cinéma. À l'inverse, en série télé, évidemment que tu vas mélanger. Évidemment que, alors, c'est pas que tu Parce vas qu'on est pas d'accord que les mélanger. histoires intemporelles, je te coupe, excuse-moi Thibaut, mais les histoires intemporelles parce que pour l'instant on a parlé beaucoup de ciné, mais effectivement elles s'appliquent aussi du coup à l'univers télévisuel. Hein. En fait, ça s'applique à tout. En fait, c'est la fiction. Ce sont les histoires qu'on appelle, tu mets les 64 histoires intemporelles, en fait, tu peux appeler ça la fiction, en général. Donc ça s'applique à la bande dessinée, au roman, à la télé, au cinéma, au podcast, à tout, en fait. C'est la fiction. Ce qui va juste changer, c'est le médium, en fait, les techniques pour raconter cette histoire. Mais voilà. Et donc, en série télé, évidemment, tu vas... Alors, mélanger, c'est pas le terme exact. Ce serait plutôt superposer. Ouais. Tout comme dans Je verrai toujours le visage, en fait, on superpose 2 fois l'histoire E13 parce que l'histoire ne se mélange pas dans le sens où tu peux pas commencer sur une histoire de mensonge L1 et terminer par sauver le monde. Tu peux pas mélanger le début de Madame Doubtfire où il se déguise en femme pour garder ses petits et après, en fait, il va sauver le monde d'un astéroïde. Tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu ne mélanges pas Independence Day et Mrs. Doubtfire. Les histoires ne se mélangent pas puisque c'est un problème, une solution. Et même d'ailleurs, ce qui est assez chouette, c'est que en réalité, c'est toujours la même solution
au même problème. Ça n'existe pas plusieurs solutions du problème. Par exemple, dans l'histoire de E13, l'agression, quand tu t'es fait, donc quand notre personnage a été agressé par quelqu'un et qu'il est du coup traumatisé. En fait, la seule manière de résoudre ce problème, c'est-à-dire d'évacuer son traumatisme, en fait, c'est de pardonner à l'agresseur. En pardonnant à l'agresseur, en fait, ça dit finalement on est quitte émotionnellement, je ne t'en veux plus, je te pardonne, et en fait, ça résout le traumatisme. Voilà. Et il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Si Adèle Extrapopoulos tue son frère, ce n'est pas une bonne solution pour supprimer son traumatisme. Ouais, c'est un film de revanche, du coup. Oui, voilà. Alors, effectivement, du coup, on serait tenté de basculer dans une autre histoire, plutôt une histoire de revanche. Mais dans ce cas-là, pour que l'histoire de revanche puisse fonctionner, il faut d'autres éléments que dans l'histoire il n'y a peut-être pas au début, quoi. Donc, en fait, si tu termines comme ça, en fait, t'as ni une histoire de E13, ni une histoire de L34, c'est un peu bâtard et bon, on se dit, c'est bizarre. Voilà, la solution n'est pas adéquate, le problème n'est pas si fou que ça. Mais tout comme sauver le monde, quand il s'agit de sauver le monde de l'apocalypse, donc c'est-à-dire en fait l'apocalypse c'est un dieu malveillant qui veut détruire le monde. Donc ça c'est P44. En fait donc un dieu quel qu'il soit, hein, ça peut être une intelligence artificielle, un robot, Hadès, ça s'incarne de manière différente, mais voilà, c'est même le Joker également, voilà. C'est quelqu'un qui est inarrêtable et qui a énormément de pouvoir et il a émis un jugement sur l'humanité qu'elle n'est pas digne de vivre et qu'il faut la supprimer. Alors, en gros, c'est ça. Bon, bah, c'est pareil, il n'y a qu'une seule solution, c'est de tuer ce dieu malveillant. Tu peux pas négocier avec lui. Ton personnage, il peut pas aller le voir en lui disant s'il te plaît, sois gentil, ne détruis pas le monde. C'est Thanos, tu vois. Tu discutes pas avec Thanos. Tu lui fous une raclée et tu le tues. Voilà. Et donc voilà. Et pareil, dans toutes les histoires, en fait, il n'y a qu'une seule solution. Dans les histoires de mensonges, bah, la seule solution, c'est d'être sincère. C'est-à-dire, à un moment donné, ton personnage, il va devoir dire la vérité et s'excuser. Point. Il n'y a pas d'autre solution, ça peut pas fonctionner. Par exemple, si ton personnage fait un mensonge contre quelqu'un, arnaque quelqu'un, au milieu du film, il ressent de la culpabilité, parce que en fait, il est presque en passe de ruiner la vie de l'autre. C'est pas encore fait, mais voilà. Donc il a de la culpabilité. Il veut, on va dire, se désarnaquer. Donc c'est-à-dire il veut supprimer l'arnaque. Ça c'est la solution qui lui coûterait rien. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire d'abord. Il va essayer de enlever l'arnaque sans que l'autre soit au courant. Évidemment, ça ne doit pas fonctionner. Puisque toi, ce que tu veux, c'est que ton personnage se prenne une leçon, donc tu veux qu'en fait, il en subisse les conséquences et qu'il aille s'excuser. Mais si tu écris une histoire où finalement il arrête l'arnaque et que l'autre n'a jamais été au courant et qu'il se passe strictement rien et qu'il n'y a aucune conséquence, en fait, ce sera extrêmement décevant. Et je suis persuadé qu'il y aura un directeur littéraire, un producteur, un réalisateur ou quelqu'un qui dira elle est bizarre cette histoire. Il manque un truc à la fin, c'est trop bizarre. Ouais. Aujourd'hui, comment tes recherches elles ont impacté ta façon d'écrire? Comment tu l'adaptes dans ton travail en tant que scénariste? On va dire que techniquement, j'écris plus grand-chose, mais parce que j'aide plutôt les autres à écrire. À la fois concrètement, ce que je fais, c'est que je travaille avec les auteurs et je fais, on va dire, de la direction littéraire, soit personnelle, soit avec des producteurs. Et que ce travail-là me convient parfaitement pour mon plaisir, on va dire, de création, quoi. D'accord. Voilà. En fait, la question, ce serait comment est-ce qu'on peut se servir des 64 000 heures pour son projet personnel? En fait, une fois que, par exemple, si je vous apprends l'histoire de P11 dont on vient de parler, de la survie, donc en fait, il y a des ingrédients qui sont nécessaires à cette histoire et il y a des étapes à suivre pour cette histoire. C'est vraiment comme une recette de cuisine. Mais cela dit, la difficulté, ce sera d'adapter ce canevas à vos ingrédients. Et par exemple, alors je vais prendre un autre exemple, c'est un petit jeu souvent que j'ai, c'est
Dans P21, c'est une histoire de chevalier qui doit raccompagner une petite créature mignonne chez elle, dans sa maison. Donc c'est évidemment E.T., mais il y a Logan, il y en a plein en fait, on en fait plein. Une par trimestre, il y a un film qui sort, c'est P21. Si vous choisissez comme petite créature une licorne, vous allez devoir inventer sa maison. Quelle est la maison d'une licorne? Tu vois, où est-ce que la licorne peut être dans son sanctuaire, c'est-à-dire être dans un endroit où le chasseur ne peut pas l'atteindre. Voilà, vous Le allez pays devoir des licornes, hein. D'après ma fille, ça doit être le pays des licornes, hein. Voilà. Tu vois, toi, tu penses à le pays des licornes et tu inventerais le pays des licornes. Donc après tu vas devoir décrire, inventer tout ça. Et or, pour ton histoire, ce sanctuaire, il n'arrive qu'à la fin, que dans les 5-10 dernières minutes, quoi. Il n'y a pas besoin d'en inventer. Donc le piège, ce serait que tu sois emporté dans ce délire de pays des licornes, que tu te mettes à inventer toute une société qui fonctionne avec un chef licorne, avec machin et tout, et qu'en fait tu bascules sur notre histoire. En réalité, et des fois, je pose cette question-là à des auteurs. Des fois, vraiment, ils sont vraiment perplexes pendant 5-10 minutes. C'est genre, ils me sortent des trucs, ils inventent dans les montagnes de l'Atlas. Alors, justement, c'est très particulier. Ils inventent des montagnes avec un nom précis, voilà. Mais du coup, c'est pas très universel dans le sens où, voilà. Et des fois, les auteurs me disent, c'est évident. C'est sur un arc-en-ciel. Le pays des licornes se trouve sur un arc-en-ciel. Enfin, les licornes doivent aller sur les arcs-en-ciel. C'est là où ils habitent, quoi. Et c'est leur sanctuaire. Et c'est une super solution parce que c'est universel, tout le monde peut comprendre. Et surtout, c'est que l'un des ingrédients du sanctuaire, c'est qu'il doit être inaccessible pour le chasseur qui veut. Bon, là, je vous ai pas expliqué l'histoire de P21. Je pense que vous avez compris, il y a notre personnage qui raccompagne une petite créature qui est chassée par un autre personnage chez lui. Voilà. Et donc, le sanctuaire fait qu'il soit inaccessible. Il y a Mia et le lion blanc, il y a Sauver Willy, il y a E.T. l'extraterrestre, il y a les visiteurs, Sonic, enfin il y en a plein, quoi. La forme je fais une petite aparté. Prune de Mestre, qui est la scénariste de Mia le lion blanc, qu'on a reçu dans l'épisode 17 du podcast, pour ceux qui auraient envie de creuser, justement, puisqu'on parle avec elle justement de la relation animaux, enfants, film familial, elle en parle aussi. Donc j'invite nos auditeurs et nos auditrices à aller se plonger dans l'épisode, mais pas tout de suite, puisqu'on n'a pas fini encore. Donc, juste, je conclue sur cette histoire de sanctuaire, c'est que il faut un sanctuaire qui soit infranchissable pour le chasseur. Tu vois, une fois que l'orque de Sauver Willy, saute le port et s'en va dans l'océan, le propriétaire de l'océanarium, il peut plus aller la récupérer. Dans Mia et le lion blanc, une fois que le lion est rentré dans la réserve, justement, on te dit, le lion est intouchable. Réserve protégée. Bon. Et du coup, si tu inventes un pays genre la montagne de je sais pas quoi pour la licorne, il faudra que tu inclues également le fait que ce soit inaccessible pour le chasseur. Donc il va falloir que tu expliques ça va être laborieux à mettre dans la tête du spectateur, c'est des particularités et tout. L'avantage de l'arc-en-ciel, c'est qu'une fois qu'il pleut plus, l'arc-en-ciel disparaît. Donc en fait, effectivement, la licorne a rejoint son sanctuaire et est inaccessible. Voilà. Donc en fait, il y a des éléments comme ça d'incarnation que tu vas travailler, que tu vas inventer, et qui vont devoir respecter certains critères pour que l'histoire fonctionne. Et en fait, c'est là où les auteurs, c'est tout le travail de l'auteur, quoi. Justement, dans ces 64 récits intemporels, tu as combien d'étapes par laquelle, d'étapes que tu as identifiées dans chaque histoire, et qui permettent peut-être au scénariste de dire, ok, d'accord, donc j'ai mon début, je sais où je vais, je suis en C13, en P14, mais j'ai 10, 12, 13 blocs d'évolution dramatique à parcourir. En fait, c'est le principe de la dramaturgie. Oui, c'est ça, c'est comme le parcours du héros, mais est-ce que toi, tu as identifié quelque chose, effectivement, avec un certain nombre d'étapes qui reviennent sur chacun de ces récits? Mon projet des 64 histoires, cette théorie-là, justement, elle s'oppose à la dramaturgie, dans le sens où la dramaturgie essaye de trouver
les 18 étapes, je sais pas quoi et tout, qui fonctionnent pour toutes les histoires. En fait, un peu comme l'anneau dans The Hobbit. Enfin, tu vois, l'anneau pour les gouverner tous. En fait, c'est une théorie ou 4 étapes qui peut raconter toutes les histoires. Et moi, mon projet, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt d'aller vers le spécifique. C'est-à-dire de dire, en fait, parce que de toute façon, si tu trouves 10 étapes qui fonctionnent pour toutes les histoires, elles seront tellement abstraites que ça sert à rien de les utiliser. Ça sert à rien de... Parce que si tu peux tout faire avec, en fait, c'est comme si finalement tu peux rien faire avec. J'entends par là que, en fait, il y a un côté, je trouve, un peu absurde à la dramaturgie de dire on peut simplifier toutes les histoires en 4 étapes. Moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, c'est exactement l'inverse qu'on devrait faire, c'est-à-dire au contraire, être spécifique. C'est comme si tu disais la cuisine, c'est juste bouillir de l'eau, faire frire des patates et 4 étapes. Alors en fait, ce que tu obtiens, c'est très basique, quoi. Donc moi, le projet des 64 histoires, c'est exactement l'inverse, c'est de dire bah non, en fait, je vais vous donner les étapes pour écrire cette histoire-là et pas une autre. Mais cependant, on peut retrouver quelque chose de très abstrait qui est, c'est pas 4 grandes étapes, mais ça dépend des histoires, mais grosso modo, chaque histoire, c'est problème-solution. Donc au début, tu vas poser un problème. Ensuite, il faut essayer, on va dire, la solution la plus simple ou subir le problème. Au milieu, il y a une espèce d'épiphanie, de révélation de notre personnage principal qui comprend véritablement quel est le problème. C'est pour ça que le vrai problème, en fait, il doit être, entre guillemets, caché. Donc si je te refais, ça fait, on va dire acte. Je vais parler en acte, même si j'aime pas ce terme. Mais acte 1, tu poses un faux problème. Acte 2, notre personnage découvre le vrai problème. Acte 3, il est dans la partie solution. Donc en fait, il élabore un plan et une première solution pour résoudre le problème. Évidemment, cette solution ne fonctionne pas parce que cette solution, elle est audacieuse, originale, elle est sympa et tout machin, mais elle est en quelque sorte, elle est gratuite. C'est-à-dire que ça va rien lui coûter. Et donc la dernière solution, donc dernier acte 4, c'est de trouver la solution où il doit sacrifier quelque chose, où il doit, ça doit lui coûter quelque chose. Et là, il réussit la solution et à la fin, tu as le résultat final. Donc, en termes de, si je pourrais te simplifier toute la fiction, je te dirais, ça suit ces 4 actes. Sachant que, comme je t'ai dit, en fait, il y a des histoires qui se concentrent sur les 2 premiers, d'autres uniquement sur la solution. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à voir, en fait. Tu accompagnes des auteurs aujourd'hui. Est-ce que tu as des problèmes, il y a des problèmes que tu remarques dans leurs récits qui sont plus fréquents que d'autres, et lesquels? Quelles sont les erreurs, en fait, que toi, tu remarques? Alors, c'est vrai que maintenant que j'ai cette grille de lecture, c'est vrai que je constate des problèmes récurrents, problèmes assez évident, c'est que les auteurs n'ont pas la logique ou toutes les étapes de l'histoire dans laquelle ils sont engagés. Voilà, il y a des trous. En fait, ils cherchent pendant longtemps ce qui peut arriver. Ils ont soit un début, soit une fin, mais il manque des pièces. Voilà, grosso modo, et des pièces théoriques, je veux dire. Il manque des choses. Comme là, je vous ai dit, l'idée du sanctuaire. C'est-à-dire, notre auteur, dans P21, le sanctuaire, notre auteur sait ce qui l'intéresse, c'est cette relation particulière entre notre personnage et la petite créature. Ils sont poursuivis par un chasseur, c'est l'aventure, il court, mais finalement, il sait pas comment conclure, parce qu'il lui manque cette idée de sanctuaire. Donc ça, ça, on va dire que ça se corrige assez facilement, puisqu'en fait, il faut juste... Du coup, tu le résous en créant ce sanctuaire à la fin, quoi. Voilà, donc soit l'auteur finit par le comprendre lui-même, après, on va dire, plusieurs mois ou plusieurs années à essayer des versions, à faire lire, à réfléchir, à avoir des références et tout ça, et au bout d'un moment, il comprend que c'est ça qui me manque. Une autre erreur que je vois souvent également, c'est le mélange. J'avais un auteur, par exemple, qui voulait faire P14, qui sont en fait des histoires où notre personnage doit survivre à un monstre divin. Donc, en fait, c'est des histoires comme Scream, etc. Mais en fait, l'histoire de torture, on va dire, ou de sacrifice humain. Mais il a le début, il a la fin. Comme c'était un projet, il a écrit plusieurs œuvres, mais là, ce projet-là, cette œuvre-là, il avait décidé que, parce que c'était une commande d'une chaîne, enfin bref, c'était un truc important. Donc, il avait rajouté cette intention personnelle de
rajouter une dimension personnelle dans cette histoire, à savoir son traumatisme qu'il avait avec son père. Donc en fait, il a voulu mélanger P14 avec E13. Notre personnage doit résister à un monstre divin qui est son père, avec qui en fait il a un traumatisme. Sauf que dans la solution, comme je vous ai dit, E13, il faut pardonner à l'agresseur pour résoudre son traumatisme. Donc en l'occurrence, ça donnait, il doit pardonner à son père qui est le monstre, quoi. Enfin, il doit lui pardonner pour en finir. Alors que dans P14, l'idée c'est pour échapper au monstre, il faut le tuer. Il essaie de mélanger, je lui ai dit dès le départ, mais il était on avait peut-être dur, hein, on est des petites têtes de poisson. Il a essayé pendant des semaines et des mois à essayer de mélanger. Je lui avais dit dès le départ, mais c'est incompatible puisque la fin donc n'est pas satisfaisante. Enfin, en gros, il a voulu mélanger ces deux histoires en une et forcément c'était incompatible. La fin est incompatible. Et donc, à un moment donné, il a fait un choix et il a enlevé cette histoire personnelle. Voilà. Et il s'est dit, je sors mon personnage n'a plus de traumatisme avec son père et je fais vraiment une histoire P14. Et là, il a pu avancer, mélanger des choses. Et ça, c'est vraiment très récurrent. Des auteurs qui commencent sur une histoire, quand ils basculent dans la partie solution, en fait, ils basculent sur une autre histoire. Voilà. Et donc, finalement, à la fin, on se dit, mais quel est le sens de tout ça? Je comprends pas, en fait. Alors, des fois, ils t'expliquent un sens premier. Enfin, ils t'expliquent ce qu'ils veulent faire, leurs intentions. Donc, tu dis, OK, en fait, c'est très clair. C'est, je sais pas, c'est 22 que tu veux faire. Voilà. Et t'as ces parties-là. Et après, tu dis, oui, mais j'aime bien quand même que mon personnage souffre de tels problèmes parce que moi, c'est ce que je ressens personnellement dans la société. Voilà. Donc, ça devient des mélanges de E33, C22 et qui n'ont, en fait, le grand bain avec une sorte de pure compétition. Tu vois, tu commences sur le grand bain où, en fait, le fait de gagner une compétition, c'est pas gagner une compétition pour gagner une compétition. C'est gagner une compétition pour prouver à la société sa valeur. Pour recevoir de l'amour de la société, enfin, pour retrouver sa dignité. Donc, nos personnages, ils doivent être rendus minables par la société. Tout le monde doit lui dire, mais t'es nul, t'es minable et tout machin. Et ils vont trouver un moyen de prouver sa valeur. Et donc, souvent, ça passe par une compétition. Voilà, compétition sportive. Sportive, c'est très répandu. Mais tu as également les histoires C24 qui sont dans la pure compétition, ou comme Le Grand Bleu, comme Le Prestige, des histoires de pure compétition entre deux personnages. Et donc l'auteur commence façon Le Grand Bain, est pris dans cette histoire de compétition et notre personnage finit par, on va dire, prendre la place du numéro 1 en faisant un truc hyper dégueulasse envers le numéro 2. Elle est où cette histoire de dignité? Je sais plus pourquoi il est minable au début. Enfin bref, c'est incohérent. Bon voilà, en gros, c'est les erreurs les plus répandues, c'est le mélange et voilà. Et c'est pour ça que les 64 histoires, ça permet de faire le tri dans les concepts. Parce que ce que j'ai à reprocher à la dramaturgie, que ce soit Troubi, Lavandier ou autre, ils ont mis en avant des mécanismes dramatiques, mais ils n'expliquent pas comment les associer ou s'ils sont compatibles les uns avec les autres. Voire même pire, ils disent, par exemple, Troubi dit, il faut un ghost. À toutes les bonnes histoires, on a un ghost. Dans toutes les bonnes histoires, le personnage principal a un fantôme du passé, un traumatisme personnel, etc., etc., quoi. Voilà. Et en gros, Troubi il conseille de faire une immense bouillie de tous les meilleurs trucs. Bon, moi, il y a quelques années, quand je lisais Troubi, j'avais essayé et c'est infernal en fait, parce que ça fonctionne pas. Par exemple, les traumatismes, il y a que 4 histoires sur les 64 qui nécessitent que le personnage ait un traumatisme. Le reste, allez, peut-être, on peut, si on étend un petit peu la définition de traumatisme, celle que je donne, si on l'étend un petit peu à d'autres, allez, il y en a peut-être 8 ou 10 sur les 64 où il y a besoin que le personnage principal ait un traumatisme. Sinon, il n'y en a pas besoin. Le voyage du héros, c'est une seule histoire sur 64. C'est l'histoire E43. Et c'est tout. Voilà. Et alors, bien sûr, si vous utilisez les temps forts du voyage du héros pour l'appliquer, par exemple, à Intouchable, bon courage. Ouais, bien sûr. C'est complètement absurde. Voilà. Alors, du coup, vous allez vous rattacher à un peu de la rhétorique très abstraite, genre, mais si, en fait, Cluzet quitte chez lui non, en fait, Cluzet, il est dans son manoir pendant tout le film.
Oui, mais en fait, c'est Omar Sy qui quitte sa banlieue pour aller dans un territoire inconnu et tout. Bon, bref. Vous pouvez un peu bidouiller. Mais en fait, vous n'arriverez pas à construire Intouchable, à écrire Intouchable avec le voyage du héros. La force des 64 histoires intemporelles, c'est de mettre de l'ordre et de dire, en fait, toi, tu veux faire cette histoire-là, tu as besoin de ces pièces-là, t'as pas besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et voilà, et vas-y, banco. Par contre, ton problème, c'est qu'il te manque, t'as pas inventé le sanctuaire, t'as pas inventé ci, t'as pas inventé ça, il te manque telle pièce, telle pièce, telle pièce. Juste pour conclure cette longue réponse, les 64 histoires, ça aide à la fois dans l'écriture, dans le développement, pour savoir où tu en es, ce qui te manque, mais également, et beaucoup, au début, au concept. Parce que souvent, tu as des ingrédients, et avec les mêmes ingrédients, tu peux faire plusieurs histoires. Et donc moi, je conseille régulièrement à des gens de dire en fait, essaye de faire E24, une histoire d'amour, d'âme sœur. Voilà, écris le pitch avec ça. Donc je fournis le pitch, voilà. Écris E21 parce qu'apparemment tu hésites entre les deux. Écris C22 également parce que c'est assez voilà. Donc il y a plusieurs pitchs et en fait en écrivant les pitchs de différentes histoires avec les mêmes ingrédients, en fait l'auteur parvient à éliminer certaines intentions qu'il avait. Et de se dire, OK, en fait, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus précis. En fait, ce que je veux écrire, c'est ça. Parce que j'ai testé rapidement le pitch de cette histoire-là avec ces trucs, mais en fait, ça me va pas. Et c'est ça que je veux écrire. Et du coup, go, quoi. Et ils y vont. La structure, quelle est pour toi la structure? On parlait de 3 actes, 4 actes. C'est vrai qu'avec Maxence, nous, on s'est dirigé assez naturellement vers 4 actes avec un midpoint assez fort en général pour vraiment faire basculer l'histoire. Ça, c'est notre petite popote. Mais toi, c'est quoi pour toi effectivement, cette structuration à l'intérieur du récit, on va dire idéale, hein. Celle qui marche le mieux, celle sur laquelle on va vendre plein de projets après à Canal et à TF1. Envoie tout, Thibaut. Envoie tout. Je sais pas si je pourrais répondre à cette question dans le sens où je n'utilise plus cette façon de voir les choses en termes d'actes, de structure, etc., etc., mais plus en termes d'histoire, donc c'est-à-dire en termes de qu'est-ce que tu vas raconter. Parce que avec chaque histoire, il y a des ingrédients, des mécanismes à mettre en place, des personnalités de personnages qui sont un petit peu que tu es obligé d'avoir avec l'histoire, sinon c'est incohérent, et un discours que l'histoire provoque, forcément. Tu vois. Une histoire sur le mensonge, tu vas arriver sur des discours sur la sincérité, par exemple. Des choses comme ça. Pour ta question qui est un peu plus technique, les récits, donc en termes de est-ce que tu racontes le problème, la solution alternée ou autre et tout, et si finalement j'essaye de faire un peu le pont avec les structures, 4 actes et tout machin, je dirais que le récit complet, c'est ce qu'on appelle communément, mais en fait, encore que je pense avoir des doutes, mais c'est le 4 actes. Quand tu racontes que le problème et la solution, elle est atrophiée, elle arrive comme ça un petit peu rapidement, en cul de boudin et tout, tu pourrais dire, c'est 3 actes. Le récit problème et le récit solution, c'est pareil. Alors le récit solution, on le voit moins les 3 actes mais en fait c'est plus, comment dire, moi ce que j'identifie, c'est plus la façon de voir la fiction qu'ont les gens. Par exemple, les conseillers de programme de chez Netflix qui te disent il faut commencer cash direct. En fait, les producteurs de télé et certains conseillers de programme, bon, je caricature, hein, je dis ça comme ça, mais je caricature, mais en fait, comme ils ont peur de perdre l'audience, le téléspectateur, du coup, souvent, ils veulent que les choses soient claires dès le début. Voilà, il faut un brief, il faut que le problème soit clair, et ensuite, on a la solution. Ils le disent pas comme ça, évidemment, mais c'est ce qu'ils disent. Donc, en fait, ça t'influence, ça t'amène littéralement vers des récits-solutions où on expose le problème, comme dans Je vais à toujours le visage dont j'ai parlé. Adèle Extrapopoulos, elle arrive, elle dit voilà les faits, tac, 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 voilà le problème, tac, 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 comment on fait? Voilà, 5 minutes. Quand tu es en cinéma, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse qui est là, c'est un peu le royaume des gens qui adorent faire souffrir les personnages, que tu ressentes de l'émotion, etc., etc. Bon, si tu es un auteur qui aime bien ça, qui aime bien exploiter le problème à fond, par exemple, dans Moi, Daniel Blake, c'est un récit problème, c'est-à-dire que en fait, tu fais durer le fait qu'il lui manque sa pension de retraite pendant tout le film et qu'il perd sa dignité au fur et à mesure, et évidemment celle de sa voisine également.
Donc voilà, pendant 1 heure, en fait, c'est hyper dur, quoi. C'est voilà, tout comme 2 jours, 1 nuit avec Marion Cotillard, c'est pareil, en fait, c'est l'humiliation pendant 1 heure et demie. C'est parce que c'est ce que tu veux en tant qu'auteur, si tu veux, ouais, c'est dur, quoi. Voilà. Bah, tu vas naturellement arriver sur des récits problèmes, donc éventuellement 3 actes, dont le dernier est atrophié. Enfin bon, je saurais pas trop dire, quoi. Et après, il y a des gens qui ont envie de trucs, de récits tonitruants. Tu vois, vraiment où on est hyper généreux, on envoie la sauce dès le début, et on enchaîne et on cliffe. On cliffe tout le temps. Toutes les 15 minutes, il doit y avoir un cliff. Voilà, et bah, ça, naturellement, ça va t'amener vers des récits alternés où tu poses une partie du problème, le personnage essaye de résoudre, ça fonctionne pas, le problème s'aggrave, ou il y a un autre problème qui se rajoute, etc., quoi, en fait. Et tu fais des boucles comme ça, quoi. Et à force de parler avec les auteurs, je vois que, en fait, tout dépend. En fait, c'est une vision de l'auteur. Je connais des auteurs qui écrivent, sans le savoir, évidemment, hein, qui sont dans faire souffrir les personnages, se plaindre, faire des victimes, tout ça. D'autres qui sont en mode résolution de problème. Voilà. Donc je dirais que voilà la manière de répondre à ta question. Et après, tout comme les 64 histoires, par exemple, il y a plein d'auteurs qui adorent les leçons et les émancipations quand le personnage change et qui détestent les contestations, encore plus les protections. Parce que les protections, c'est vraiment les histoires, on va dire, basiques. Et donc, il y a un énorme préjugé sur plein d'auteurs de dire bah non, en fait, notre personnage qui est un sauveur et qui sauve les autres, ça m'intéresse pas. Sur les 64 histoires, finalement, toi, auteur, tu vas t'intéresser, je dirais, en moyenne à 3 ou 4 histoires max, au final, de ce que je constate. Par exemple, Francis Weber, il a écrit 12 films, je crois, et les 9 sont L21. 9 d'entre eux sont L21, le récit problème, et les autres sont d'autres formes de récits de L21. Donc en fait, Francis Weber, il a écrit quasiment que du L21 et peut-être L12, je crois. Enfin, voilà. Donc j'avais fait les stats, en gros, il a écrit 4% de ce que tu peux écrire en fiction. Donc à la fois, toi, en fait, en tant qu'auteur, tu ne connais et tu n'apprécies que une très faible partie de ce qui est possible d'écrire en fiction. Et en plus, à l'intérieur de ces histoires-là, comme je viens de le dire, tu vas naturellement te diriger en fonction de tes intentions ou de tes ingrédients vers un type de récit particulier. Et en fait, voilà, ça fait un entonnoir. Donc c'est pour ça que se poser... En fait, tout ça pour dire que tu n'as pas vraiment le choix de dire « moi, j'écris en 4 actes, moi, j'écris en 3 actes. » Voilà. Tu peux essayer, tu peux dire « voilà mes ingrédients. Allez, est-ce que je le fais en 3 actes, 4 actes Je vais le faire en 4 actes. » Et au final, tu te rends compte qu'avec ces éléments-là, t'es piégé, tu ne peux écrire que récit problème. Finalement, en tant qu'auteur, on est beaucoup moins libre qu'on ne le pense. Parce que tu dois respecter des logiques, une cohérence des choses, et ça t'amène dans des directions particulières, quoi. Tu parles d'incarnation. Est-ce que tu peux vulgariser un petit peu plus le terme incarnation, mais aussi nous dire qu'est-ce qui fait qu'elle est réussite ou pas? Alors l'incarnation, c'est assez simple à comprendre. C'est tous les éléments concrets, le nom des personnages, leur sexe, leur identité, la géographie de ton histoire. Est-ce que c'est aujourd'hui, hier, demain, le temps, c'est ce que j'appelle l'incarnation, puisqu'en fait, les 64 histoires intemporelles, tu peux voir ça comme des squelettes. Et toi, ton travail de scénariste, ça va être d'habiller ce squelette. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça qu'il y a des termes un peu obscurs de Troubi et de Lavandier quand ils disent « tout a déjà été écrit, mais pas par vous ». Moi, quand j'étais plus jeune, jusqu'à ce que je fasse ce travail, j'avais jamais compris ce qu'ils entendaient parce que ça me semblait incohérent. En réalité, tout a déjà été écrit, c'est-à-dire que d'un point de vue abstrait, squelettique, voilà, les schémas sont là et il n'y en a pas d'autres, mais pas par vous, parce que du coup, c'est vous qui allez projeter votre incarnation, votre univers, votre truc comme ça. Voilà, vous pouvez très bien l'écrire. Et c'est différent du remake, parce que le remake, c'est vraiment la même histoire, avec la même incarnation, mais légèrement différente. Ouais. Alors que entre E.T. et Sauver Willy, voilà, E.T. c'est un extraterrestre, Willy c'est un orc, et dans la forme de l'eau, c'est une espèce de créature.
bah, c'est 3 incarnations différentes de la même chose, c'est-à-dire de la petite créature de P21. Voilà. Donc ça, c'est l'incarnation. Et après, comment faire en sorte qu'elle soit réussie? Je dirais que là, pour le coup, autant sur les histoires, vous pouvez pas être si original que ça. Au contraire, la logique fait qu'on attend certaines étapes, on attend certaines choses. Par contre, sur l'incarnation, c'est là où vous êtes original. C'est l'incarnation qui est infinie. Il faut trouver quelque chose d'assez original, qu'on n'a jamais vu, entre guillemets, enfin qui semble intéressant, et qui est surtout cohérente entre tous les éléments que vous allez mettre en place. C'est-à-dire facile d'accès. Comme j'ai dit avec la licorne arc-en-ciel, boum, tu vois, c'est facile d'accès, on comprend. Il n'y a pas besoin de faire des scènes en plus pour expliquer l'univers de où est-ce qu'on doit emmener. Voilà. Si vous avez une incarnation qui est incohérente ou qui est trop difficile à appréhender, vous allez devoir rafistoler plein de choses en fait. Et c'est lourd. Et au bout d'un moment, on décroche quoi. On dit. En fait, ça devient un délire. Ça devient un délire de l'auteur où on comprend pas grand-chose. Voilà. Par exemple, Aladdin, un génie qui sort d'une lampe, ça semble être cohérent avec l'univers d'Arabie, de Sherazade et de cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu mets une lampe avec un génie dans une prison moderne 2025, genre un prophète, le personnage découvre une lampe cachée dans une cellule, la frotte et il y a un génie qui apparaît, d'un coup on se dit « Ouh, c'est 2 éléments d'incarnation qui sont un peu étranges l'un par rapport à l'autre ». Voilà. Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça peut être très original, mais voilà. Bon, alors là, j'ai grossi le trait, mais grosso modo, moi, sur plein de projets, je vois des incarnations qui sont pas si intéressantes que ça, quoi. Des gens random, dans des lieux random, qui font des trucs random et qui font un mensonge. Je crois que c'était dans Retour vers le futur où avant de mettre la DeLorean, je sais pas si c'était pas un frigo qui était censé voyager dans le temps. Bah, tu vois, très bon exemple, ça se joue à peu de choses parce que peut-être que si ça avait été un frigo, on serait dit ok, ce film est clairement what the fuck, donc il aurait pas peut-être marqué autant l'histoire que ça. Alors que là, la DeLorean, il y a un truc cool là-dedans. Ouais, c'est ça fait écho en plus à une histoire américaine qui fait complètement écho à ce qui est raconté dans le film, ouais. Mais c'est comme le Black Pearl ou le Faucon Millennium, c'est des véhicules cool qui marquent les esprits, qui font que l'incarnation elle est réussie. Dans Ma vie en l'air, là, film de Rémi Besançon, donc film français qui a complètement rien à voir avec tout ça, mais tu vois, le fait qu'il ait la phobie de l'avion, c'est un truc qui permet d'expliquer pourquoi il n'arrive pas à choisir et à garder ses copines. Enfin, et dans le même temps, ça te marque, toi, spectateur, tu te dis « Ah, c'est intéressant, je ne l'ai pas vu. » Et pourtant, ça respecte entièrement les étapes de L22. Le nom des gens, c'est pareil. Le nom des gens, c'est la même histoire, enfin, un récit différent, mais la même histoire. Et il y a ce principe-là qu'elle couche avec les gens pour les retourner politiquement. C'est un élément d'incarnation dans le sens où c'est la motivation du personnage, sans rentrer dans le détail, mais de celui qui est aimé, et qui devient la raison pour laquelle notre personnage le rejette. Habituellement, c'est des trucs beaucoup plus basiques, c'est des trucs beaucoup plus t'écoutes du bac, j'écoute du rap, on est incompatibles, ciao. Voilà. C'est un peu nul. Là, c'était plus travaillé, quoi. Avant de conclure sur toute cette formation qui arrive, je vais laisser Maxence prendre la main, qui a 3 petites questions express pour toi, qui est un peu la conclusion du podcast, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, ouais, 3 petites questions à répondre assez rapidement, si tu peux. Sinon, tu peux y réfléchir un chouïa. La première, c'est quel serait ton film, ta série, ton récit préféré? En fait, maintenant, j'apprécie les films parce que je peux les comparer aux autres films qui ont la même histoire. Et donc, j'arrive à déterminer, par exemple, moi, Daniel Blake, c'est un film que je dirais pas c'est mon film préféré. Cela dit, dans C31, quand je compare aux autres films, je me dis, waouh, celui-là, il est vraiment super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que tu as une nouvelle grille de lecture finalement sur tes propres visionnages. Non, mais je vais quand même essayer de répondre. Après, j'ai quand même des films que je trouve vraiment très fun, qui est Bad Moms.
Je trouve que c'est un film qui est assez sous-coté. Yeti et compagnie, sous-coté aussi, excellent film. The Fall Guy. The Fall Guy, j'ai adoré parce que maîtrise totale de l'histoire qui fonctionne superbement bien. Et en même temps, justement, élément d'incarnation très original, très novateur et avec énormément de générosité. Voilà. Et la salle des profs aussi, justement par rapport à l'histoire qu'ils ont racontée dans l'incarnation, donc dans le milieu. D'habitude, c'est dans des milieux politiques. Et là, ils ont réussi à raconter cette histoire-là dans un milieu scolaire. Et belle performance. Vraiment, fallait chercher, fallait trouver des scènes, donc c'est une belle performance. Voilà, je dirais ce genre de film. Super. Je vais switcher un petit peu pour la deuxième question. Parmi tes 64 histoires intemporelles, Oh, il est fourbe. Je le vois, Ouais. il est fourbe. laquelle te ressemble peut-être le plus en tant que scénariste? C'est là qu'il va dire je suis tueur en série, qui à la fin store libre et victorieux de tout ça. Au revoir Thibaut. Ouais, voilà. Je suis un serial killer, un pervers. En gros, moi, ce que je voulais m'écrire, c'est des histoires où notre personnage retrouve sa dignité, faisant un exploit applaudi par la société, quoi. Genre Le Grand Bain, ce genre de choses, The Artist, The Full Monty. Voilà, j'aime bien ce genre d'histoire. Et le dernier coup de cœur que tu as pu avoir, toutes catégories confondues? Alors, c'est pas le dernier, je pense que c'est un film assez vieux, mais bon, ça me vient en tête, c'est Boîte Noire, avec Pierre Ninet. Je trouve que l'ambiance est là, c'est bien construit. Même si sur la fin, je trouve que ça patine un petit peu, justement, parce qu'en termes d'incarnation, on se retrouve, ça s'appauvrit au fur et à mesure, où on finit uniquement dans cette maison, ce lac, tout ça. Mais en tout cas, c'est assez chouette, l'ambiance est là. Et d'une manière générale, je suis très, très friand. Et j'admire énormément Pierre Ninet. Et donc, la plupart de ces films, j'adore. Voilà. Et donc, le dernier en date que j'ai vu, Le Comte de Monte Cristo, qui est une histoire connue, mais j'ai adoré, quoi. Ses performances est vraiment géniale. Dans Un homme idéal aussi, j'ai adoré. Voilà, j'adore Pierre Ninet. Eh bien, merci. Super. C'était en tout cas super intéressant. Je pense qu'on a bien donné envie à beaucoup de se plonger dans cette formation qui s'appelle les 64 histoires intemporelles. Alors, comment on y accède, dis donc? Pour le courant de l'année, là, il y a 3 dates. Non, pardon, il y a 2 dates. Une date en juillet et une date en octobre, il me semble. Et c'est via S comme scénario, qui est, on va dire, le département formation continue de la Cité européenne des scénaristes. Et où est-ce qu'on peut suivre du coup ton travail, ton actualité? Je dirais sur LinkedIn. Mais c'est vrai que sur ces prochains mois, là, je vais commencer à créer une chaîne YouTube. Enfin, j'ai créé une chaîne YouTube, mais pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Tout ça est assez récent, en fait, parce que justement, j'avais attendu d'avoir que la théorie soit fiable, que j'ai des choses à dire, qui puissent aider les gens vraiment. Voilà. Et donc, la chaîne YouTube s'appelle 64 histoires intemporelles, je crois. Non, c'est fou ça comme nom. Voilà, c'est très Mais comment t'as fait? original. Et oui, me suivre sur LinkedIn. Ouais, pour l'instant, c'est là. Je mettrai de toute façon pour ceux et celles qui nous écoutent dans les descriptions un lien vers la formation effectivement qui est proposée par S comme scénario. Et il y aura également via un site qui s'appelle Storytellers, Story en anglais, Tellers, Tailors, où on peut retrouver également la formation 64 histoires intemporelles et d'autres également. Voilà. Est-ce qu'on a des chances de le voir arriver en livre aussi qui viendrait compléter ton circuit de formation? Ouais, tout à fait. J'ai écrit déjà plusieurs versions du livre, mais c'est vrai qu'à chaque formation que je donne, j'ai les retours des élèves qui font en sorte que je peaufine ma pédagogie, on va dire. Et donc voilà, donc je rajoute des choses, je simplifie d'autres explications. Donc j'attends encore un petit peu avant de sortir le livre. Mais grosso modo, c'est l'idée, peut-être d'ici 1 an ou 2 max, je sortirai le livre,
qui expliquera la théorie des 64 histoires et qui donnera un preview une explication de chaque histoire. Et après, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est en fait les 64 histoires, c'est 5 jours de formation. Et on va dire que c'est une introduction à la fiction. Enfin, c'est une introduction dans le sens où on passe en revue les 64 et ça fait beaucoup. À la fin des 5 jours, les étudiants, ils sont rincés. C'est fou, en tout cas. Voilà. Mais en fait, ce qu'ils apprennent dans cette formation, c'est à reconnaître les histoires et à pouvoir du coup identifier très clairement telle histoire n'a strictement rien à voir avec celle-ci, ça fonctionne différemment, etc. Donc en fait, ce qu'on apprend, c'est à mettre de l'ordre dans les mécanismes de la dramaturgie, on va dire, et à reconnaître les histoires et à reconnaître aussi, je fais un truc qui est, je trouve que très intéressant, c'est un autoportrait. Donc je leur demande des films qu'ils auraient aimé écrire, pas des films qu'ils aiment, mais qu'ils auraient aimé écrire. Ou évidemment, ils m'envoient les projets sur lesquels ils travaillent et qu'ils adorent. Et comme ça, je fais un autoportrait, en fait. Et voilà. Et on a et vraiment, c'est pas du tout les mêmes scénaristes. Il y a des scénaristes qui, je m'en souviens, il y en a une particulièrement qui n'écrivait que du C1, ce qui est hyper rare. Enfin, moi, j'ai toujours pensé, au vu qu'il n'y avait pas beaucoup de films, que c'était rare. Et bam, une scénariste qui n'écrit que ça et qui ne veut écrire que ça. Et voilà. Et après, du coup, je donne des profils, quoi. C'est assez intéressant. Et ça permet aussi de mieux se connaître et du coup mieux aussi connaître les scénaristes avec lesquels on travaille. Parce que, par exemple, si vous voulez écrire du C3 et que votre co-auteur est plutôt à l'esprit tourné P3, donc ce qui est l'inverse en fait, protéger la société ou contester la société. Tout dépend de comment vous voyez votre vision de la société. Est-ce que pour vous la société est mauvaise et il faut la corriger ou est-ce qu'il faut la protéger? Et ben si jamais il y a des auteurs qui travaillent ensemble sur le même projet, ils risquent de pas vraiment s'entendre. Ou même avec un producteur, c'est arrivé. J'ai 2 auteurs qui écrivaient C3 très clairement. Et le producteur, en fait, lui, il était dans le policier, il faisait de la série télé, voilà, du policier. Et du coup, ce qu'est l'inverse, et en fait, il essayait de transformer le projet en P3. Voilà, sans s'en rendre compte. Et ça arrive souvent. Il y a une autre erreur aussi que je peux rajouter vite fait, que je vois souvent, c'est alors, en fait, j'aurais dû le dire parce que c'est l'erreur numéro 1 que je vois en permanence. C'est le mélange émancipation-leçon. Ça s'explique comme ça, c'est que donc, dans les leçons, vous l'aurez probablement compris, mais on retrouve beaucoup de comédie, c'est-à-dire des personnages qui sont mauvais, qui se trompent, qui font des victimes, qui sont des connards, qui sont tout ça, quoi. Et dans les émancipations, des personnages qui souffrent, des victimes, qui souffrent et qui s'émancipent de leurs problèmes. Et donc en fait, dans les leçons, c'est plutôt de la comédie. On peut avoir de la sympathie pour eux, mais pas de l'empathie. Alors que dans les émancipations, on a évidemment de l'empathie pour eux, parce qu'on souffre avec eux, etc. Et donc le problème numéro 1, c'est que les auteurs, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent un personnage d'émancipation pour faire pleurer, pour émouvoir, pour tout ça, et tout machin. Et en même temps, sans se rendre compte, il se comporte comme un connard. Et donc, il se comporte comme un personnage de leçon. Voilà. Et le mélange des deux, je le vois, mais très, très, très souvent. Et voilà. Ou inversement, on veut plutôt faire de la comédie, mais on n'ose pas faire un personnage clivant, comme Brice de Nice. C'est quand même un personnage très clivant, parce qu'en fait, l'auteur s'identifie à son personnage. Et donc, du coup, lui, il aimerait faire de la comédie. Il aimerait faire Brice de Nice, mais en fait, comme il s'identifie, lui, il sait que c'est pas un connard. Donc, en réalité, il a du mal à écrire un personnage qui agit comme un personnage beau et il se retrouve dans des émancipations. Et donc, ça donne des trucs très mous, en fait. Voilà, pour lesquels on n'a ni empathie ni sympathie. On n'a pas d'empathie pour eux parce qu'en fait, ils sont responsables de leurs problèmes. Et en même temps, ils ne nous sont pas sympathiques parce que ce sont des victimes qui se plaignent. Et enfin voilà. Donc du coup, ça fait des histoires qui sont pas terribles, quoi. Et ça peut aussi être un problème lié avec nos intermédiaires. Vous écrivez une émancipation, le conseiller de programme que vous avez, lui, en fait, manque de bol, il le sait pas évidemment, personne ne le sait, mais lui, en fait, il préfère les leçons.
Et du coup, il va essayer dans ses retours de tendre la couverture vers les leçons, de transformer le projet et tout. Et ça, je le vois vraiment très, très régulièrement, quoi. Bon, bah écoute, très bon conseil pour nos auditeurs et nos auditrices. Écoute Thibaut, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir Merci. livré les premières clés de compréhension sur ton nouveau cycle de formation. Je remets donc pour ceux qui nous écoutaient les liens en description. Si je les oublie, il suffit juste de me le dire parce que ça peut tout à fait arriver. Je suis des fois un peu trop plus réactif dans ma tête. Merci Maxence d'avoir accompagné une fois de plus et co-animé l'émission. Merci Thibaut. Et puis on se retrouve toutes et toutes dans un futur épisode, le 19e. Je ne sais pas dans quelle classification on les mettra, mais en tout cas, ça sera toujours un bon moment tous ensemble. Salut, salut! Salut. Merci, salut.